Donc, la semaine passée, on a fini le chapitre 1 et je veux vous rappeler un peu des motivations du chapitre 1. Donc, le message du chapitre 1, c'était que les gaz parfaits ne représentent pas exactement la réalité. Donc, un gaz parfait est une approximation à la réalité. Bien sûr, dans certains cas, c'est une meilleure approximation que d'autres. Donc, il faut comprendre ce que c'est un gaz parfait. Ça représente des particules qui n'interagissent pas. Donc, en réalité, les molécules ont des interactions. Les interactions dépendent du type de molécule, puis s'il y a un dipôle permanent ou non, la taille des molécules, etc. Plusieurs facteurs, mais pour un gaz parfait, il n'y a pas d'interaction. Donc, quand est-ce que c'est une bonne approximation? Quand la densité du gaz, ou la concentration, autrement dit, est faible, quand le volume est grand comparé au nombre de molécules, quand la particule est basse, quand la concentration du gaz est bas. Dans ce cas, on peut supposer qu'un gaz parfait est une bonne approximation à la réalité. Quand ce n'est pas le cas, on avait des corrections ou des deuxièmes modèles qui portent empiriquement les interactions entre les molécules. Donc, on a vu en détail le modèle van der Waals. Pour le devoir, vous faites les mêmes exercices pour un gaz d'Iderici. Puis, il y en a des autres que je n'ai pas nommés. Berthelot, c'est un exemple. Si vous voulez en savoir plus, regardez sur Wikipédia, il y a plein de listes. Bon, donc tous ces modèles sont des, bien entendu, modèles empiriques qui essaient de corriger la loi des gaz parfaits. Dans des conditions différentes, ils redonnent le modèle des gaz parfaits. Un traitement en principe exact, donc on met exact en guillemets, c'est le traitement viriel, où on décompose P fois Vm comme RT, 1 plus soit un coefficient avec la pression, qui sont des fonctions de la pression, et les coefficients sont fonction de la température ou en termes de Vm. Donc, en principe, ce traitement est exact avec des coefficients B', C', B, C, etc., qui sont empiriques. Il faut les trouver ou les mesurer dans le laboratoire. On peut modéliser les coefficients, mais une expression exacte est en principe impossible en général. Bon, donc en sachant ce que c'est un gaz parfait et ce que c'est pas un gaz parfait, on va procéder au chapitre 2. On va faire des développements en supposant qu'on a un gaz parfait. Puis, une des questions du devoir sera de faire le même exercice pour un gaz van der Waals pour voir comment on le fait. C'est exactement de la même façon, sauf que les expressions sont un peu plus compliquées. Sauf ça, les points de départ sont identiques. Bon, donc on passe au chapitre 2. Le premier principe de la thermodynamique. Donc, le message de ce chapitre, en gros, c'est où
va l'énergie et comment? Bien entendu, c'est un sujet qui est très, très bien compris du 19e siècle au plus tard, donc on ne vous présente pas de nouveaux principes de la science ici. Bon, donc, le thermodynamique peut être résumé en 4 principes. Puis, principes, en anglais, on dit qu'ils sont des lois, mais ce sont des lois pas bien respectées, disons. Donc, en français, on dit principe, c'est un meilleur mot. Bon, donc, le principe 0, vous allez rire parce que c'est évident. La température est une quantité bien définie. Donc, absolu, on va vous dire exactement ce qu'on va dire. Bon, donc si on a 3 objets, A, B et C, puis si la température de A c'est la même que la température de B, et la température de B c'est la même que la température de C, on peut déduire que la température de A c'est la même que la température de C. Est-ce que c'est un énoncé que vous surprend? J'espère que non. Quand même, il faut le dire. Bon. Le premier principe. L'énergie, qu'on n'a pas définie, est une quantité qui est conservée. Donc, dans ce cours, on ne détruit pas et on ne construit pas de l'énergie. L'énergie de l'univers a une valeur constante. Bon, donc, voilà une énoncé un peu bizarre. Donc, l'énergie, le montant d'énergie ne change pas. Donc, le montant d'énergie dans une région peut changer, mais le montant d'énergie dans l'univers est constant. Okay, là, on utilise des mots un peu bizarres. On va définir directement ce que ça veut dire dans les prochaines étapes. Donc, la conséquence, c'est que si une région perd d'énergie, une autre région gagne de l'énergie. Bon, donc en gros, c'est le message du premier principe. L'énergie n'est pas détruite ni produite. C'est seulement transféré d'une région à une autre par des processus qu'on va établir dans ce chapitre. Bon, le deuxième principe qu'on va voir au chapitre 4 sont les énoncés de la spontanéité, que je ne vais pas préciser pour l'instant, mais on peut prédire dans quelle direction on aura un changement. Quand on arrive au chapitre 4, on sera particulier. Puis, le troisième, donc, le principe est un peu bizarre si on essaie d'être précis. Le message, c'est qu'il y a un zéro de la température absolue, puis on ne peut pas l'atteindre. Donc, on verra ça au chapitre 4. Puis, on verra des raisons pour lesquelles on a cette expression-là dans le code quantique. Mais le message, c'est qu'on a une échelle absolue pour la température. Ça veut dire que à 0 Kelvin,
on a ce qu'on appelle une entropie de zéro. Puis, ce que je vous dis dans ce cours, puis vous allez comprendre en gros pourquoi dans un prochain cours, c'est que c'est impossible d'avoir une température de 0 Kelvin, mais dans ce cours, on peut simplement dire pour l'instant, on ne peut pas avoir une température inférieure à 0 Kelvin. Donc, on ne peut pas inférieur à 0 Kelvin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les températures en Kelvin sont toujours positives. L'échelle est absolue, car les températures sont tous en valeur absolue. Bon, donc, en gros, ce sont les principes de la thermodynamique. Le principe 0 est, disons, évident. Le principe 1, c'est ce qu'on étudiera dans les 2 prochains chapitres. Puis, le deuxième et le troisième, on verra au chapitre 4. Le troisième n'est pas trop difficile pour ce cours. Le deuxième, c'est le plus difficile. Bon, donc, dans le chapitre 2, on regarde le premier principe. En particulier, les concepts. Donc, où va l'énergie et comment. Ensuite, on regarde des transformations. Et quand je dis transformation, je veux dire d'un état à un autre, d'un état du système à un autre. Et ce sont les transformations simples. Puis on fait des calculs avec un gaz parfait comme modèle. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile. D'habitude, c'est une approximation acceptable et ça ne change pas le détail des calculs en allant au modèle plus compliqué. Comme c'est un premier cours en thermo, on fait ce qui est le plus facile en premier. Okay. Donc, le thermodynamique, je vous dis, n'est pas un nouveau sujet. On peut dire que le thermodynamique classique, c'était complètement résolu au 18e et 19e siècle. Donc, 18e et... OK, les gros noms, vous les connaissez peut-être, Joule, Fourier et Carnot. Donc, il y a 2 points de vue sur la thermodynamique. Le point de vue classique traite le système comme... Donc, le système, c'est toujours ce qu'on étudie. Le système est un objet macroscopique. Ça veut dire qu'on ne peut pas le décomposer en un objet plus facile. Donc, on traite un objet macroscopique avec des propriétés. Donc, le système est un objet macroscopique. Donc, d'habitude, on le considère comme indécomposable. Donc, exemple, un gaz, et là on peut dire un gaz parfait ou un gaz réel. Donc, le point de vue classique, on traite le gaz comme un objet indécomposable, ayant une pression, un volume puis une température.
Bon, donc encore une fois, le point de vue classique, le gaz est un objet macroscopique, on ne regarde pas ses composants. L'objet, en gros, c'est le gaz. On regarde seulement sa pression, son volume, sa température, qui définissent l'état de ce système-là. Bon, donc, je vous dis que le premier point de vue, c'est classique. Le deuxième point de vue, c'est le thermodynamique statistique. Et là, c'est fin 19e, début 20e siècle. Et le nom, c'est Boltzmann qui a tout résolu. C'est pas une heureuse histoire. Vous pouvez le regarder sur Wikipédia ou dans un texte de livre d'histoire. On ne le discute pas dans le cours parce que c'est pas trop pertinent. On ne regarde pas le système au complet, mais on regarde directement ses composants. Donc, au lieu d'un gaz comme objet macroscopique, on regarde les molécules qui composent le gaz, puis on fait des calculs statistiques en calculant tous les états possibles qui nous donnent des états en moyenne. Dans ce cours, on ne regarde pas en détail le point de vue statistique parce que, bien entendu, c'est beaucoup plus difficile pour les calculs. Mais les deux points de vue donnent un point de vue cohérent, donnent ensemble des traitements cohérents. Parfois, on va regarder les molécules comme composantes du système. La majorité du temps, on regardera le système comme un objet macroscopique. Donc, dans ce point de vue, on regarde les composantes. Et d'habitude, ce sont les molécules. Et on calcule ses propriétés en moyenne. On a déjà vu un peu ça quand on a vu la distribution des vitesses. J'ai dit son nom c'était Maxwell-Boltzmann, c'est à cause de ça. Donc, on a vu la distribution de vitesse des molécules, par exemple. Bon, donc on commence, puis on commence en définissant ce que je veux dire par l'univers comme le système et l'environnement. Donc, tout ce qui est de la matière autour de nous fait partie soit du système qu'on considère ou soit de l'environnement. Tout en entier, donc tout l'espace, toute la matière, toute l'énergie, on l'appelle l'univers. Il y a seulement un univers dans ce cours au moins, et c'est le système qu'on considère en particulier, plus son environnement. Tout ce qui n'est pas partie du système fait partie de l'environnement. Donc, si on veut faire un petit dessin, on a un rectangle qui représente tout. Donc, on dit que c'est l'univers. Bien entendu, l'univers n'est pas un rectangle, mais on s'arrange. On a une petite chose qu'on considère, ce qui est le système. Et tout ce qui n'est pas le système, c'est l'environnement. Bon, donc le système peut échanger de la matière. La matière peut entrer ou sortir du système. Bien entendu, on peut aussi avoir un échange d'énergie. Par contre,
le montant de matière dans l'univers est constant parce qu'il n'y a pas d'environnement pour l'univers. L'univers est tout. Et le montant d'énergie dans l'univers est aussi constant. Donc, c'était l'énoncé du premier principe. Donc, on appelle l'énergie de l'univers l'énergie interne de l'univers est constante. Donc, l'énergie interne est un mot particulier. Il y a plusieurs conventions. Il y a 2 conventions, il n'y a pas plusieurs. On appelle l'énergie interne soit E ou soit U. Pour des raisons de référence, et c'est la façon que j'ai appris, je l'appelle U. Donc U, majuscule, représente l'énergie interne. C'est quoi sa définition? Le total de l'énergie à l'intérieur. Intuitive peut-être, mais il faut le préciser. Donc, l'énergie à l'intérieur de l'univers est un constant. OK. Donc, l'énergie se trouve en 2 formes. Bien entendu, c'est un concept de physique que vous avez dû apprendre dans un premier cours de physique. L'énergie interne se trouve en 2 formes, soit cinétique ou soit du potentiel. Donc, l'énergie interne du système l'énergie interne est comptée en énergie cinétique, ce qui est l'énergie du mouvement, et l'énergie du potentiel. L'énergie du potentiel vient des interactions intermoléculaires. Bon, donc on peut écrire que l'énergie interne de l'univers est l'énergie interne du système plus l'énergie interne de l'environnement. Bon, donc dans ce cours, on s'intéresse presque uniquement au système. Donc, je le mets en parenthèse pour l'instant. Si on n'écrit pas de souscrit, c'est à cause qu'on considère le système, puis on ne l'écrit pas. Aujourd'hui, je vais l'écrire, mais dans les prochains cours, je ne l'écrirai pas. Bon, donc, U, qui dénote le montant d'énergie interne de l'univers, c'est le montant d'énergie interne du système et le montant d'énergie interne de l'environnement. Si on a un changement en énergie interne, donc on passe d'un état à un autre, ce qui veut dire qu'on a U univers à l'état 2 moins U de l'univers à l'état 1. Donc, c'est delta U du système plus delta U de l'environnement. Bon, OK, donc, je vais écrire le principe, ensuite il y a les précisions. Donc, le premier principe, c'est que le montant d'énergie interne de l'univers est constant, donc son changement est de 0. Donc, comme conséquence, on a que 0, c'est delta U du système, plus delta U de l'environnement, qui est résumé comme le montant du changement d'énergie interne du système, c'est le négatif du changement d'énergie interne de l'environnement. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le montant
Donc, si le montant d'énergie interne du système change, le montant d'énergie interne de l'environnement doit changer de la façon opposée. De l'environnement. Okay, en meilleurs mots, donc, l'énergie n'est pas produite ou détruite, seulement transférée. Donc, si on a de l'énergie qui entre ou sort du système, c'est à cause que l'énergie vient ou arrive de l'environnement. Donc, l'énergie est transférée entre le système et l'environnement, mais pas produite ou détruite. Autrement dit, toute l'énergie évolue ou absorbée par le système est absorbée ou évolue par l'environnement. OK, donc là, il y a des conventions. Le premier, le delta veut dire un changement. Et en particulier, un changement macroscopique. OK, qu'est-ce que je veux dire par macroscopique? On peut le mesurer dans le labo. C'est un changement appréciable. OK. Donc, on a delta U, par exemple, qui veut dire quoi? Un changement macroscopique de l'énergie interne. On a aussi D, qui va dénoter un changement microscopique. Okay, microscopique, c'est pas le mot idéal. En calcul, on dirait infinitésimal, qui veut dire un changement extrêmement petit, donc qui est trop petit pour mesurer au labo. Donc, un changement extrêmement petit. Donc, DU, par exemple. OK, on va voir ces types de différentiels beaucoup. Pourquoi? Parce que pour faire des calculs sur papier, il faut. La règle générale, c'est que un changement macroscopique, c'est l'intégrale du changement microscopique entre les deux états. Donc, ça veut dire bien entendu, vous savez que le résultat de cette intégrale, c'est ça, qui est la définition de delta U.
macroscopique. Et l'intégrale si vous avez de la confusion avec ces conventions-là, puis ce qu'il veut dire, n'hésitez pas à m'écrire. On le discutera en plus de détails. Je ne veux pas que ça soit compliqué parce que ce n'est pas. OK, bon, donc, finalement, une convention sur les signes. Et là, c'est l'inverse de physique. Un changement d'énergie interne positif, donc si delta U est plus grand que 0, ça veut dire que l'énergie entre les systèmes puis un changement d'énergie interne qui est négatif veut dire que l'énergie sort du système. Donc, en chimie, c'est plus ou moins cohérent que c'est toujours de cette manière-là. Bon, donc, c'est ça l'énergie interne, c'est l'énergie qui est à l'intérieur du système, qui vient soit en forme de cinétique, venant des motions des molécules, ou en forme du potentiel venant des interactions entre les molécules. Bon. OK, donc, c'est ça l'énergie. L'énergie change par des processus particuliers. Donc, l'énergie interne change par deux processus particuliers. OK, donc le premier, c'est le travail. Et on le comprend comme de l'énergie utilisée pour effectuer un mouvement, pour lever un poids, passer un courant électrique, pour faire c'est de l'énergie qui est utilisée pour faire du travail utile. Donc, le processus s'appelle le travail. Donc, de l'énergie utilisée disons, faire quelque chose utile. OK, les exemples sont effectuer un mouvement, l'exemple qu'on va voir dans ce cours, c'est expansion d'un gaz contre une pression. Donc, pour changer le volume d'un gaz, il y a une pression externe qui repousse sur le gaz. Si le volume du gaz veut augmenter, il faut repousser cette pression externe. Il y a un montant d'énergie associé avec en forme de travail. On va voir ça en détail la prochaine fois. D'autres exemples qui sont pertinents en chimie. Passer un courant électrique. Peut-être pas en chimie, mais lever un poids, etc. Ce sont tous des mouvements ordonnés qui sont utiles pour lesquels il faut dépenser de l'énergie. Bon, donc, un des processus s'appelle le travail et l'autre s'appelle
la chaleur. Et on peut le résumer comme de l'énergie qui est transférée. On peut même dire perdue, et là, pour le différencier du travail, grâce à une différence de température. Okay. Donc, en police gras, je vous dis, le travail et la chaleur ne sont pas d'énergie. Ce sont des processus par lesquels de l'énergie est transférée. Donc, je vous dis que, en particulier, la chaleur n'est pas de l'énergie, mais un processus par lequel l'énergie est transférée. Cependant, on dit souvent la chaleur comme un montant d'énergie. Si je suis imprécis avec, rappelez-moi, parce que la chaleur n'est pas de l'énergie, mais un processus. Bon, donc, on va discuter. Il y a plusieurs définitions qu'il faut garder en tête maintenant. Donc, le système peut être de trois types. On peut être isolé. Donc, un système isolé n'échange pas d'énergie ou de la matière. Okay. Et l'exemple de ça, c'est l'univers au complet. En réalité, il n'y a pas d'autres systèmes isolés. Par contre, dans plusieurs exercices, puis en approximation, on peut traiter un système comme isolé s'il n'échange pas d'énergie et ou de la matière avec l'environnement. Bon, donc ensuite, on peut avoir fermé. Un système qui est fermé n'échange pas de la matière, mais peut échanger de l'énergie. Donc, échange de l'énergie, mais pas de la matière avec son environnement. Donc, isolé, on échange ni d'énergie ni de matière. Fermé, on échange d'énergie mais pas de la matière. Puis ensuite, on a ouvert. On peut échanger de l'énergie et de la matière avec l'environnement.
Ok, donc la plupart des systèmes qu'on verra seront fermés. Les systèmes isolés, on va voir en premier parce que les calculs sont extrêmement simples. On ne traite pas vraiment les systèmes ouverts dans ce cours. Pourquoi? Parce que les calculs deviennent plus compliqués. Les principes sont les mêmes, sauf que le nombre de variables et leur interprétation devient plus difficile. Donc, la plupart des systèmes dans ce cours sont fermés. OK. Finalement, parce qu'on est en train de faire des définitions, les concepts endo et exothermique, que vous, en principe, le savez déjà. Donc, endo et exothermique. Donc, endothermique, on a de l'énergie qui entre par le processus de chaleur. On peut dire énergie entre le système. Puis exothermique, énergie sort du système en forme de chaleur. Bon, donc c'est tout pour les définitions pour l'instant. On va passer à l'énergie interne, puis on considérera un gaz parfait pour l'instant. Donc, pour un gaz parfait, puis on va préciser que c'est un gaz parfait où les molécules sont monoatomiques. On verra pourquoi à la fin de ce chapitre, mais pour l'instant, on va simplement accepter que ce sont monoatomiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, disons, on a un gaz de hélium et non pas H2. H2 est une molécule avec deux atomes, donc on ne le considère pas pour l'instant. Donc, un gaz parfait monoatomique. Donc, la distinction qui est importante pour un gaz parfait, c'est qu'il n'y a pas d'interaction intermoléculaire. Donc, il n'y a pas d'interaction OK, donc on peut écrire schématiquement que l'énergie interne d'un gaz parfait, c'est son énergie cinétique plus son énergie du potentiel. Par contre, à cause qu'il n'y a pas d'interaction intermoléculaire, son énergie du potentiel est zéro. Donc, c'est seulement de l'énergie cinétique. Donc, juste pour vous rappeler, l'énergie du potentiel vient des interactions. Puis l'énergie cinétique vient des mouvements. Du mouvement, disons. OK. Donc, au premier chapitre, on a dit, puis je veux que vous rappelez que la température était une mesure de l'énergie cinétique moyenne.
Comme pour un gaz parfait, l'énergie interne est seulement cinétique. La température est donc une mesure de l'énergie interne d'un gaz parfait. Puis je vais mettre pour le préciser d'un gaz parfait. Je vais dire des précisions où on va élaborer un peu. Malheureusement, l'argument est un peu circulaire, mais c'est pas compliqué. Donc, l'état d'un gaz parfait est sa pression, son volume, puis sa température, en principe le nombre de moles aussi. Et on sait qu'ils sont reliés comme PV est égal à nRT. On sait aussi que, donc on va préciser ça plus tard. Bon, donc l'état d'un gaz parfait, c'est sa pression, son volume, puis sa température. U est donc une fonction de l'état du gaz. Donc, est une fonction de P, V et T. Par contre, il y a une relation entre P, V et T. Donc, il suffit de prendre deux des variables pour calculer l'énergie interne d'un gaz parfait. Bon, donc, on peut choisir V et T comme variable. On peut choisir V et P comme variable ou P et T comme variable. Le choix qu'on fait d'habitude dans ce chapitre et le chapitre 3, c'est V et T. Donc, T mesure
l'énergie cinétique. Le V. Si on choisit V comme variable, ça va compter les interactions. Pourquoi? Si on considère qu'on a un gaz ayant des interactions, si on augmente le volume, en principe, les molécules seront plus diluées, donc la concentration est plus faible. Les contributions des interactions à l'énergie vont diminuer. Si on diminue le volume, la concentration des molécules va augmenter et les contributions des interactions à l'énergie vont augmenter. Donc, V va affecter, disons, les interactions. OK, donc on peut retourner et dire que l'énergie interne d'un gaz parfait, c'est cinétique, qui est une fonction directe de la température, plus potentiel, qui sera une fonction du volume. Encore une fois, pour un gaz parfait, ça c'est 0. Donc, pour un gaz parfait, l'énergie interne est une fonction de la température uniquement. OK. Donc ça, c'est une conclusion qui est très importante et il faut que vous en souvenez. L'énergie interne d'un gaz parfait est seulement une fonction de la température. Qu'est-ce qui arrive pour un gaz réel? Pour un gaz réel, l'état est défini encore par sa pression, son volume, puis sa température, en principe le nombre de moles aussi, ou on peut penser à Vm si ça simplifie l'argument pour vous. Bon, donc, on n'a plus PV est égal à nRT, mais il reste toujours une dépendance entre PV et T. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en principe, U est fonction de l'état du système. L'état du système est défini par PV et T. Même s'il n'y a pas de loi des gaz parfaits, il y a une dépendance entre PV et T. Sans préciser la dépendance, il existe une dépendance entre PV et T. Donc, si on sait le volume et la température, en principe, on peut calculer la pression. Ça veut dire qu'on peut choisir deux des variables pour décrire U, toujours. Et encore une fois, d'habitude,
Et pour le chapitre 2 et le chapitre 3, on choisit V et T. Encore une fois, pourquoi? Si V et T sont connus, on sait en principe P. Comment le calculer, c'est difficile, mais c'est connu en principe. Donc, U, comme fonction de P, V et T, est implicitement une fonction de deux des variables. Bon, donc, encore une fois, U est une fonction de T et V. Donc, l'énergie interne d'un gaz réel, disons, c'est l'énergie cinétique qui vient de T, plus l'énergie du potentiel. Et ça va venir de V. Pourquoi? En changeant V, on va changer la concentration du gaz. Quand la concentration change, les interactions vont soit augmenter ou diminuer. Puis, on a dit que la concentration, c'est N sur V, qui affecte la fréquence des collisions, ce qui affecte directement les interactions intermoléculaires qui donnent l'énergie du potentiel. Bon, donc on va voir ça en plus de détails au chapitre 3. Pour l'instant, il faut comprendre la différence entre l'énergie interne d'un gaz parfait et l'énergie interne d'un gaz réel. C'est quoi? C'est l'énergie du potentiel qui vient d'où les interactions intermoléculaires. Bon, donc on finit aujourd'hui avec la différence entre les fonctions d'état et les fonctions de chemin. Les fonctions d'état sont beaucoup plus faciles et ce sont la majorité des choses qu'on calcule. Donc, l'énergie interne est ce qu'on appelle une fonction d'état. Ça veut dire un changement d'ΔU. Donc, si on change l'énergie interne du système, le montant d'énergie associé avec le changement dépend uniquement des états initiaux et finaux. Disons seulement. Autrement dit, le chemin ou le processus particulier du changement entre les deux états n'a aucun impact sur le changement en énergie interne. Donc, disons qu'on a un plot PV, on a un état initial puis un état final. Puis il y a plusieurs façons d'aller de l'état initial au final. Disons que ça c'est 1. On a un processus 2, puis un processus 3. Delta U, c'est quoi? C'est l'énergie interne de l'état final moins l'énergie interne de l'état initial. Et c'est la même chose pour le processus 1, le processus 2 et le processus 3.
OK. Donc, à cause que c'est le cas, on peut dire que delta U, c'est l'intégrale entre l'énergie interne initiale et finale d'un extrêmement petit changement du, et c'est la même chose que UF moins UI. Encore une fois, delta U, c'est un montant appréciable, puis du, c'est un montant extrêmement petit. À cause que l'intégrale de du donne U moins U, on dit que du est un différentiel exact. Et comme conséquence, delta U est une fonction d'état. Okay, différentiel exact veut dire quelque chose de précis. Dans ce cours, ce qui est important, c'est que si on prend l'intégrale de du, on a u final moins u initial. Il y a une fonction u pour laquelle c'est le cas. Okay, on va comparer ça avec les fonctions de chemin. Donc, en particulier, les fonctions de chemin sont le travail et la chaleur. Sont fonctions de chemin. Les fonctions de chemin sont plus difficiles à calculer. Ils ne dépendent pas des états du système. Donc, on ne dit pas, on peut simplement écrire ça. Comment est-ce qu'on calcule la chaleur? On dit que Q, qui représente chaleur, pourquoi? Parce que c'est un intégral de chemin sur un petit montant dq. Donc, d avec un bar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un montant très petit, encore une fois. Mais sur le chemin particulier, donc sur le chemin particulier souligné. Okay. Donc, on n'est pas des spécialistes en intégration. Les intégrales de chemin sont en principe beaucoup plus compliqués à calculer. Tous les chemins dans ce cours seront faciles pour que les intégrales de chemin deviennent faciles. Donc, on dit que dq avec une barre est une différentielle inexacte. Un différentiel et Q n'est pas fonction d'état. Okay. Autrement dit, parce que ça cause toujours de la confusion, il n'y a pas une fonction Q pour laquelle c'est Q final moins Q initial. Ça ne se fait pas. On résume ça en disant que dq est un différentiel inexact. Puis, on dit Q au lieu de delta Q à cause que ce n'est pas une fonction d'état. C'est un montant particulier associé avec le chemin. Okay. Donc, c'est la même chose pour le travail. Le travail, pardon. W, au moins W en anglais pour work. Encore une fois, une intégrale de chemin sur un différentiel inexact sur le chemin. Donc, la différence entre les fonctions d'état et la fonction de chemin,
Si on a encore une fois un diagramme PV où on a un état initial puis un état final, puis on a un processus 1, un processus 2, puis un processus 3. Les fonctions d'état entre I et F sont uniques, ne dépendent pas du chemin, mais le montant d'énergie transféré en forme de chaleur et de travail vont différer pour le processus 1, pour le processus 2 et le processus 3. Donc, W1 n'est pas égal à W2, n'est pas égal à W3. Les montants d'énergie transférés en forme de travail sur les processus 1, 2 et 3. C'est la même chose pour la chaleur. Bon, donc, c'était un gros leçon, mais les points importants, il y a plusieurs points importants. On a résumé les principes de la thermodynamique. On a vu l'énergie interne en particulier. On a discuté rapidement la chaleur puis le travail. La prochaine fois, on va commencer à différencier la chaleur du travail. On fera des calculs simples et on va calculer le travail et la chaleur pour plusieurs processus particuliers.